voudrais entamer cette présentation par cette petite slide et pour vous dire, est-ce que vous accepteriez de monter dans un avion ou dans un train où les processus de sécurité ne sont pas clairement définis? Parce qu'il est clair qu'on peut avoir un pilote d'avion très compétent ou un conducteur de train très compétent, mais si on a des processus de sécurité qui sont défaillants, on va se retrouver avec de la casse. Et je crois que c'est ce qui se passe actuellement dans les hôpitaux, non pas seulement en Afrique du Nord, mais de par le monde, puisqu'il y a quand même un taux d'erreur médicale et paramédicale qui est faible, mais qui reste quand même toujours élevé et qu'il faudrait qu'on baisse le plus possible. Je crois très sincèrement que les procédures de sécurité ne sont ni l'apanage des médecins, ni l'apanage des infirmiers, ou même des pharmaciens, mais c'est une question d'équipe. Et comme vous le savez, en cancérologie, en particulier en oncologie médicale, on est face à un processus multi-étapes. Il y a la prescription, il y a la pharmacie, l'administration et la surveillance. Et chacun d'entre nous peut faire un grand travail en ce qui concerne les processus de sécurité. Mais ensemble, on doit travailler ensemble de telle façon à avoir des processus de sécurité et des mécanismes d'équipe comme dans une équipe de football qui soient vraiment les plus clairs possibles. Alors comme vous savez, on parle de fautes médicales ou paramédicales et d'erreurs. Les fautes, c'est quelque chose qu'on fait par négligence et donc pour lesquelles on est poursuivable sur le plan pénal. Et puis les erreurs, ce sont des petites malfaçons, des petites erreurs qui se passent dans l'activité quotidienne, mais qui peuvent avoir des dégâts particulièrement importants. Et dans le processus, on peut avoir effectivement des erreurs qui vont de la prescription, la transcription, la préparation, jusqu'à la coordination. Et il faudrait évidemment essayer de les minimiser, voire complètement de les annuler. Alors, j'ai commencé par une slide sur la consultation infirmière parce que je crois qu'il y a urgence à ce qu'il y ait un texte de loi ou une circulaire qui précise justement le rôle de la consultation infirmière parce que le rôle de l'infirmier se développe. On est tous des techniciens de la santé et les sciences infirmières amènent une valeur ajoutée certaine pour le patient en cancérologie et le patient de façon générale. Mais il faudrait peut-être aussi que donc, cette consultation infirmière soit encadrée par des procédures et avec un transfert des prérogatives ou un partage des prérogatives entre les médecins et les infirmiers en ce qui concerne la mise en route des traitements, la prise en charge des patients fragiles, la prise en charge des patients hors normes, la gestion des chambres implantables, les conseils nutritionnels, etc., etc. Donc l'un des points fondamentaux que pourrait jouer l'infirmier dans le processus de sécurité, c'est à travers la consultation infirmière. Il y a aussi ce qu'on appelle le double checking. Et le double checking, ça veut dire qu'en fait, il n'est pas question que le processus soit fait par une seule personne, mais qu'on peut avoir une tâche médicale ou pharmaceutique qui soit vérifiée par la suite par un infirmier. Ce n'est pas une insulte pour les médecins, ni un transfert de compétences, c'est tout simplement un partage justement du processus de sécurité. Et très souvent, on voit que peut-être nos infirmiers à nous n'osent pas prendre forcément leurs responsabilités. Peut-être c'est dû à tout l'historique qu'on vit au Maroc et de par le monde. Et le rôle de l'interrogatoire au niveau de l'infirmier est peut-être aussi important que l'interrogatoire au niveau des médecins, notamment pour faire le diagnostic de ce qu'on appelle les écarts, notamment comme les prises de plantes, pour prendre quelque chose qui colle à notre contexte, avec tous les dégâts que font les prises de plantes médicinales en même temps que les chimiothérapies. L'évaluation de la douleur, ça ne sert à rien qu'on traite un patient par chimiothérapie si le patient est algique. L'examen clinique, parce qu'il existe un examen clinique infirmier qui va de l'état général aux constantes hémodynamiques, je ne vais rien vous apprendre. Et toujours dans le cadre du checking, la vérification de la prémédication. Et comme vous savez, il y a des variations d'un protocole à une autre, d'une personne à une autre, et même pour une même personne, des variations au fur et à mesure de l'évolution des cycles de chimiothérapie, puisque la prémédication varie en fonction de la toxicité. Et puis, on arrive aussi à l'exécution du protocole, puisque l'infirmier est présent en force, que ce soit dans la manipulation de la voix ou de la chambre implantable, dans la gestion de tout ce qui est dilution, dans la gestion de la durée. Et comme vous savez, pour un même protocole, on peut avoir, en fonction des doses, en fonction des schémas, des perfusions de 3 heures ou des perfusions d'1 heure. Donc il y a toute une technicité qui est du domaine de l'infirmier et qui rentre pleinement dans le champ justement de la sécurité du processus. Alors, on a vu un peu ça de façon classique, c'est-à-dire ce qui se fait déjà concrètement, mais qu'est-ce qu'on pourrait amener aussi comme solution?
Je pense qu'il faudrait investir dans le facteur humain. Et de plus en plus, je suis persuadé qu'on ira vers des infirmiers spécialisés en chimiothérapie. Comme on a des médecins spécialisés en chimiothérapie à travers l'oncologie médicale, on aura des infirmiers spécialisés. Alors, est-ce que ça se fera à travers le système LMD? J'en sais rien, mais en tout cas, le système LMD, je suis un fervent supporter de ce système parce qu'il me paraît que c'est l'une des solutions pour développer de plus en plus la profession infirmière. Le système des référents, dans une équipe d'hôpital de jour, tout le monde ne peut pas être sur les mêmes compétences. On peut très bien imaginer quelqu'un qui soit expert dans les chambres implantables, l'autre dans la gestion de la douleur, l'autre dans les dilutions, et puis qu'en fonction du problème qui se présente, on fasse appel à tel ou tel référent. Et puis les staffs médecins infirmiers qui me semblent être l'une des pierres angulaires de la prise en charge des patients. Il y a des utilisations pour les recommandations de il faut utiliser des recommandations de bonnes pratiques pour les préparations, et ça vous les connaissez. Les pharmaciens sont actuellement en plein développement dans les hôpitaux cancérologiques marocains, ils amènent une valeur ajoutée qui est certaine. Il y a aussi des recommandations de bonnes pratiques pour l'administration. C'est vrai que les Canadiens sont très en avance, mais comme vous savez, à chaque étape du processus, il y a un risque d'erreur, et c'est pour ça que tout doit être notifié, écrit noir sur blanc et validé par les utilisateurs. Puis au niveau de la technique, de toutes les façons, on est tous en processus d'apprentissage jusqu'à l'âge de la retraite et même après. Donc, ce qui veut dire qu'on doit se mettre à niveau techniquement, que ce soit par exemple sur la chambre implantable, sur les débitmètres, et puis la formation continue dès l'apparition d'une nouvelle technique ou d'un nouveau médicament, qu'on ne doit pas se contenter de lire ce qui est écrit sur les prospectus, parce que comme vous le savez très très bien, ce n'est pas suffisant pour assurer aux patients une sécurité qui est maximale. L'informatisation aussi, c'est quelque chose, à mon avis, dont on ne peut pas se passer. Et peut-être, même si on est tous un peu portés sur le crayon et le stylo, il faudrait que l'informatisation soit vraiment au cœur du développement des hôpitaux et des unités d'oncologie médicale en particulier, parce que ça assure bien sûr une traçabilité, ça évite les erreurs liées à l'écriture et la retranscription, et ensuite ça permet d'avoir en ligne donc les référentiels et les thésaurus et de pouvoir adapter donc sa prise en charge en fonction du cas qui se présente devant soi. Puis l'audit des mauvaises pratiques. L'audit des mauvaises pratiques ne doit pas être pris dans le mauvais sens. On ne parle pas d'inspection, on ne parle pas de police infirmière, on parle d'audit. L'audit peut être fait par soi-même, par l'équipe elle-même, un auto-audit ou un audit externe, justement pour s'améliorer et gérer de mieux en mieux ses patients. Alors, quelle est l'expérience de l'hôpital de jour de l'Institut national d'oncologie, qui, comme vous le voyez, dépend du service d'oncologie médicale, parce que le service d'oncologie médicale comprend donc une unité d'hospitalisation, un hôpital de jour, une unité de consultation. D'abord, investir dans le facteur humain, puisque tous les infirmiers du service, que ce soit le 4e étage, l'équipe d'hospitalisation ou l'hôpital de jour, ont bénéficié d'un stage à l'Institut Curie grâce à un protocole qui a été signé entre l'Institut Curie et l'Institut national d'oncologie et un sponsorship de la Fondation Lella Slema que je remercie vivement. Donc, dans le cadre d'une mise à niveau technique, on dispose actuellement d'un programme de formation continue donc, qui va démarrer après donc, la clôture de cette première étape qui était le stage en France, un programme de formation continue sur les années 2013-2014 avec des animateurs aussi bien infirmiers que médicaux en fonction vraiment des champs de compétences sans monopole de monopolisation de la formation. Des cahiers de transmission communs infirmiers et médecins d'astreinte pour casser un peu le mur imaginaire qu'on pourrait avoir, mais il n'y a pas de raison pour que le cahier de transmission ne soit pas commun aux autres. Et puis un staff mensuel, en attendant mieux. On peut commencer petit, un staff mensuel entre les médecins et les infirmiers, en allant, pourquoi pas, vers un staff quotidien. Actuellement, sur le plan de l'informatisation de l'hôpital de jour, c'est une informatisation totale et les prescriptions sont donc informatisées. Les infirmiers, comme les pharmaciens, eux aussi ont une entrée au niveau du logiciel WinHôpital avec tous les protocoles de dilution et les durées de perfusion et tout. Donc c'est vraiment un des points majeurs au niveau du service d'oncologie médicale. Nous avons des recommandations de bonnes pratiques pour la prescription, donc du côté médical, qui ont été validées en 2010, donc sous la présidence du professeur Rehani ici présent, et qui stipulent du côté des médecins comment doit se faire la prescription, les règles de prescription, comment faire face aux incidents.
Toujours pour ce qui est des médecins, les recommandations pour la bonne prescription, enfin, on veut passer un peu plus loin, parce qu'on a remarqué que le manuel de procédure peut rester au niveau des PC ou au niveau des tiroirs. On va passer à la prochaine étape qui est l'affichage d'un résumé au niveau des unités, donc du 4e étage et de l'hôpital de jour, et vraiment pour que le mindset de ces recommandations soit accessible à l'œil nu donc pour les médecins. Des recommandations pour la bonne pratique de la préparation. Il y a un projet ambitieux de transfert de la préparation de l'HDJ vers la pharmacie centralisée, avec des préparatrices en pharmacie. Ça aussi, c'est un saut qualitatif qui est très très important, donc on se remet à niveau. Et puis du côté des infirmiers, des recommandations de bonne pratique pour l'administration. Excusez-moi, c'est un peu petit, mais donc je peux vous dire grosso modo que ça tient compte de comment recevoir le patient, comment gérer la chambre implantable, comment gérer une transfusion. Enfin, on n'apprend rien à nos infirmiers. D'abord, tout ça est validé par les infirmiers. Il y a eu des réunions l'année dernière pour valider le processus. C'est juste pour que on puisse avoir un affichage au niveau des salles de repos, au niveau des salles de préparation. Parce que comme vous savez, tous les infirmiers n'ont pas le même âge. On peut avoir quelqu'un qui a 40 ans de service qui ne va même pas lire ça parce que c'est devenu automatisé. Et peut-être la jeune infirmière ou le jeune infirmier tout timide qui arrive dans le service, qui n'a pas envie de poser des questions, il pourra avoir à sa discrétion des protocoles qui sont affichés clairement. Avec aussi des recommandations pour ce qui est des vomissements. Et là, il y a un petit transfert des médecins aux infirmiers, puisqu'on a des protocoles pour ce qui est par exemple des vomissements. On a commencé pour les vomissements. Ça permet à nos infirmiers de travailler à l'aise et d'adapter justement leur prise en charge au lit du malade, parce que comme vous savez, l'infirmier au lit du malade, il est front-off avec le patient, et donc s'il n'a pas les outils pour réagir très très rapidement, il peut être particulièrement dérangé. Voilà. Je vais conclure sur les trois dernières diapositives, essentiellement pour dire que je reviens vers la consultation infirmière et l'éducation des patients. On a des supports écrits en langue arabe, notamment par exemple pour certains médicaments très toxiques comme le cisplatine, qui existent depuis 3-4 ans. On a remarqué que l'utilisation par les médecins seuls n'est pas suffisant. Et justement, la mise en place d'une consultation infirmière depuis à peu près 1 an à l'hôpital de jour commence à donner ses fruits. Et puis, on veut continuer vers aussi le développement de ce genre de support géré par les infirmiers avec donc une consultation infirmière qui soit de plus en plus développée. Et puis, bien sûr, il y a des projets d'équipement essentiellement avec la Fondation Lalla Selma. Entre autres, doter nos infirmiers de tablettes numériques type iPad pour que le geste infirmier soit expliqué aux patients avant de commencer justement l'administration des... Je pensais que j'avais 20 minutes, mais d'accord, je conclus rapidement. Ceci dit, le sujet est particulièrement important sur le... Ouais. Donc je conclus. Heureusement que j'ai préparé une présentation en 10 minutes, parce que je sais toujours qu'au niveau des congrès, ça finit un peu en vrille. Donc je pense qu'il faut développer la recherche-développement marocaine pour justement assurer une prise en charge qui soit adaptée à nos patients, investir dans la formation continue et aller vers ce que les Suisses appellent l'ingénierie médicale et paramédicale pour vraiment avoir accompagné le développement que connaît la cancérologie au Maroc. Et je vous remercie.